Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Comme David disait, je suis professeur au Cégep, au Centre d'études collégiales en Charlevoix, à la Malbaie, à Pointe-au-Pic. C'est le petit Cégep charlevoisien qui fait partie du Cégep de Jonquière. C'est ma 20e année d'enseignement cette année, là, qui va se terminer en mai. Lundi cette semaine, lundi là, qui s'en vient, ça va faire 10 ans qu'on a créé notre organisme à but non lucratif qui s'appelle Science@CECC, donc Science au Centre d'études collégiales en Charlevoix. Donc, c'est une initiative du département de sciences de nature pour créer des activités de vulgarisation scientifique pour les groupes scolaires et pour le grand public comme vous. Donc, on a créé en 2009 le sentier au Fairmount-le-Manoir-Richelieu qui s'appelle la balade à la vitesse de la lumière. C'est notre reproduction à l'échelle du système solaire. Puis en 2010, on a créé l'Observatoire astronomique de Charlevoix. C'est situé au vieux clubhouse du Fairmount-le-Manoir-Richelieu. On fait des activités depuis 2010, là-bas, des activités d'astronomie. C'est surtout durant l'été qu'on fait ça et on engage les étudiants du Centre d'études collégiales en Charlevoix aussi pour travailler à l'Observatoire. L'été dernier, on avait 6 étudiants qui travaillaient à temps plein pour notre entreprise. Donc, ça fait une belle job étudiante pour eux. Puis, pour nous, c'est le fun parce qu'on s'adresse justement à des gens comme vous, on fait découvrir le ciel étoilé. En 2014, on a fondé l'Observatoire de l'astroblème de Charlevoix. On a eu une subvention de l'entente de partenariat régional en tourisme qui nous a permis de mettre en place un centre de vulgarisation scientifique, mais lié à l'origine météoritique de Charlevoix. Donc, c'est le logo que vous voyez ici, juste derrière moi. Donc, c'est un petit peu dans le cadre de l'Observatoire de l'astroblème de Charlevoix que la réserve de la biosphère, que Gabe m'a invité à venir faire une conférence ici aujourd'hui. Et me voilà, je suis là et je vais vous en parler un petit peu parce qu'on m'a demandé de parler de l'astroblème. On m'a aussi demandé de parler un peu de la géologie de Charlevoix. Tout ça en 45 minutes. Alors, il y en a déjà 4 de passés. C'est ça les professeurs de cégep. Hein? C'est sûr que ça correspond à une période, moi, dans ma vie. 45 minutes, 45-50 minutes. Alors, c'est pas long. Je commence en vous montrant une image de Galilée. 1609 à peu près. Il était en train d'utiliser une lunette astronomique. Ce n'est pas un instrument que c'est lui qui a inventé, mais c'est que c'est lui qui a perfectionné. Et il s'en est servi pour montrer différents objets dans le ciel, entre autres aux gens très éduqués de l'époque, les cardinaux au Vatican. Et une des choses qui a été un des objets les plus observés et les plus faciles aussi à observer à l'époque, c'était la Lune. On s'entend qu'en 1609, la photographie, ce n'était pas inventé, mais Galilée, lui, il regardait dans son instrument, il dessinait, et pour la première fois de l'histoire de l'humanité, il constatait qu'à la surface de la Lune, il y avait vraiment un paquet de trous. Évidemment, Galilée, à cette époque-là, il ne connaissait pas les impacts météoritiques, il pensait que c'était des sommets de volcans. Il pensait que la Lune, il n'y avait pas vraiment d'activité volcanique, mais on voyait un paquet de trous qui ressemblaient à des caldeïras de volcans. On va comprendre plus tard que ce n'était pas ça, mais pour le moment, on va appeler ça comme ça. Évidemment, avec notre télescope, quand on fait des photographies de la Lune, on se rend compte qu'il y a effectivement une myriade de ces trous-là à la surface de la Lune, ce qui est quand même assez questionnant. Parce que quand on regarde la planète Terre, on n'en voit pas tellement de ces genres de trous-là. Alors que la Lune, au niveau du système solaire, c'est notre voisinage immédiat. Donc, c'est questionnant de voir que la planète Terre est aussi différente que la Lune. On va en reparler dans quelques instants. Sauf que là où il y a la flèche rouge, on est en Arizona. Il y a un de ces genres de trous-là dans le désert qui s'appelle aujourd'hui le cratère Barringer ou Meteor Crater. C'est un endroit où est-ce qu'il y a effectivement eu une météorite qui a frappé la surface de la Terre. Et c'est un événement relativement récent, ça fait juste 15 000 ans. Vous allez voir qu'aujourd'hui, récent, aujourd'hui, ça ne sera pas votre définition du récent habituel. Moi, aujourd'hui, je vous parle en termes de centaines de millions d'années et de milliards d'années, ce qui fait que quand je dis 15 000 ans, c'était hier, okay? Au niveau de la planète. Donc, ce cratère-là, le cratère Barringer, peut être visité par des touristes qui s'en vont voir dans ce coin-là. Il y a un guide là-bas qui donne des explications sur l'événement qui s'est passé. En fait, on a compris dans les années 60
que c'était un cratère d'impact météoritique et que ce n'était pas quelque chose qui était dû à du volcanisme. Donc, ce cratère d'impact météoritique-là a été créé par une météorite ferreuse d'à peu près 50-60 mètres de diamètre qui est venue frapper à très, très grande vitesse la surface de la Terre et elle a explosé en une très, très grande quantité de fragments. Le plus gros fragment qui a été trouvé, là, il est à peu près gros comme ça, 635 kg. Alors que le morceau d'origine, je le répète, entre 50 et 60 mètres. Donc, ça nous donne une idée que lorsqu'une météorite vient frapper, l'impact est tellement violent que ça détruit le territoire, mais ça détruit la météorite aussi. Parce qu'au départ, à cet endroit-là, M. Barringer, qui était un géologue, lui, il s'était dit « Hey, ce trou-là, ça a dû être creusé par un immense objet de l'espace en fer, parce qu'il avait trouvé des petits morceaux de fer partout. » Il avait acheté le terrain début des années 1900, puis il s'est dit « On va creuser dans le fond du trou, on va trouver une immense masse de fer, je vais revendre tout ça, puis je vais me mettre riche avec ça. » C'était ça. Et pendant 30 ans, ils ont foré partout, dans le cratère, autour du cratère. Ils n'ont jamais rien trouvé à part le morceau que je vous ai dit tantôt. Ça a été le plus gros morceau qu'ils ont trouvé. C'est là où ils ont compris par la suite que les météorites se détruisent lors des impacts à cause de l'énergie, justement. C'est un peu comme une balle de carabine. Si on tire ça dans une roche, il y a des chances qu'on ne retrouve pas la balle intacte. Hein? Elle va avoir changé de forme pas mal. Donc, c'est sûr que quand on arrive sur un terrain comme en Arizona, où est-ce qu'il y a un immense trou, pour nous, aujourd'hui, ça commence à être assez évident que c'est un ancien cratère d'impact météoritique. Mais pour Charlevoix, ce n'était pas si évident que ça, que Charlevoix, c'est un ancien cratère d'impact météoritique. Mais l'indice le plus facile, c'est d'observer les roches. Et dans Charlevoix, c'est ce que M. Jean Rondeau a fait dans les années 60-70. Il a observé les roches. Lui, il travaillait pour le ministère des Ressources naturelles. Vous allez en voir une photographie tout à l'heure. Et il a découvert dans le secteur de Saint-Hilarion, dans le chemin Cartier, juste un petit peu passé l'usine de bois à Saint-Hilarion, quand ils ont fait passer le chemin Cartier, ils ont dû, avec des pelles mécaniques, casser un affleurement rocheux. Puis quand on regarde cet affleurement rocheux-là assez attentivement, on voit des fractures en forme de cône, un peu comme des queues de cheval. Et ça, à l'époque, ça avait vraiment intrigué M. Rondeau, parce que la pierre, il connaissait ce type de pierre-là, c'est de la charnockite que ça s'appelle, mais par contre, ce qu'il ne connaissait pas, c'était ces fractures en forme de cône. Il trouvait ça vraiment bizarre. Et en demandant à d'autres collègues géologues, ils lui ont dit que ce sont des cônes de percussion. Les cônes de percussion, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. C'est des pierres qui sont fracturées en forme de cône. Et je fais vraiment attention en disant que ce sont des fractures et non des rayures à la surface. C'est vraiment des cassures dans la pierre. Quand on va trouver des cônes de percussion dans la pierre, on se prend une barre, admettons, une barre en métal, une genre de barre à clous, on en dégage d'autres morceaux, puis on va en retrouver d'autres à l'intérieur. C'est vraiment un affleurement rocheux qui est fracturé à l'intérieur de lui-même. Donc, ces cônes de percussion-là, pour vous donner une idée, on voit une clé ici, pour vous donner une idée de la taille. Ces cônes de percussion-là sont un indice sur le terrain qui peut nous révéler qu'il y a eu soit un impact météoritique ou soit une explosion nucléaire. Parce que dans les explosions nucléaires, l'énergie dégagée est suffisamment grande pour créer aussi ce genre de fracture-là dans le sol. Donc, l'onde de choc qui se propage va casser la pierre et ça va laisser des fractures en forme de cône comme ça. Bon, pour Charlevoix, on a éliminé la thèse de l'explosion nucléaire assez rapidement, ce qui fait que M. Rondeau, en continuant de chercher un petit peu partout, a trouvé des indices que dans Charlevoix, il s'était passé quelque chose de passablement violent. Mais sauf que c'est certain que dans les années 1960, on n'avait pas accès à la technologie comme on a aujourd'hui. On découvrait un paquet de choses sur la formation de notre système solaire. On venait de comprendre en Arizona que c'était vraiment un cratère d'impact météoritique. C'était vraiment dans ces années-là, dans les mêmes années. Alors, c'était quelque chose d'assez surprenant, ce que M. Rondeau avait trouvé. Mais parallèlement aux observations de M. Rondeau, on commençait aussi l'exploration spatiale dans les années 1960. Les Américains ont envoyé des sondes spatiales avec le programme Mariner. Ils ont envoyé des sondes spatiales vers les planètes rocheuses de notre système solaire, c'est-à-dire Mercure, Vénus, Mars. Et qu'est-ce qu'on a observé en arrivant à Mercure? Regardez la surface de Mercure, c'est rempli de cratères d'impact météoritique. Quand on regarde la surface de Vénus, c'est le même principe. Par contre, Vénus, c'est beaucoup plus compliqué parce que Vénus a une couche de nuages qui est difficile à pénétrer. On ne peut pas voir avec
un instrument optique à travers ces nuages-là. Ça prend de l'imagerie radar qui va envoyer des ondes au sol, puis en fonction du retour d'ondes, ça va nous permettre d'avoir une idée du relief. Puis on se rend compte qu'à la surface de Vénus, il y a aussi plein de cratères d'impact météoritique. Mars, ça, c'est probablement celle que vous connaissez le plus. On se rend compte qu'il y a une grande quantité de cratères d'impact météoritique à la surface de Mars. On a même envoyé des robots à la surface de Mars. Là, ce que vous voyez, c'est le robot Curiosity qui s'est fait un selfie. Et ce robot-là, qui est le plus perfectionné en ce moment à la surface de Mars, il fonctionne même avec la dégradation des atomes radioactifs pour se faire sa propre énergie, donc il n'est pas dépendant des panneaux solaires. Parce que les panneaux solaires, c'était tannant, parce que quand il y a des tempêtes de sable sur Mars, ils s'obscurcissaient, puis ils se couvraient, puis là, à ce moment-là, c'était plus difficile de recharger les batteries. Alors, ils ont développé une machine qui fonctionne à l'énergie nucléaire, si on veut, et on a pu, bon, c'est un petit peu sombre, mais on a pu, avec ce robot-là, prendre des images de cratères d'impact météoritique à la surface de Mars, comme si vous y étiez, un peu comme si vous allez en Arizona pour visiter le cratère Barringer dont je vous ai parlé tantôt. Donc, quand on regarde le cratère ici, qu'on regarde celui-là, vous conviendrez que ces deux cratères-là se ressemblent beaucoup. Donc, bon, vous voyez, le ciel de Mars est plutôt dans les beiges rosés un petit peu, là, mais ici, évidemment, il est plus bleuté. On a aussi envoyé des sondes vers le système solaire extérieur. Hein, vous le savez, dans les années 70, le fameux programme Voyager a envoyé des sondes vers Jupiter, vers Saturne, vers Uranus, vers Neptune. Mais en dépassant l'orbite de Mars, il y a une région qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Et là, les sondes spatiales ont pris 3-4 photos en s'en allant, puis on a pu observer des objets de ce genre-là. L'astéroïde Ida, qui a à peu près 56 km de longueur, c'est un des millions d'astéroïdes qui sont en orbite autour du Soleil, entre Mars et Jupiter. Qu'est-ce qu'on observe à la surface de cet astéroïde-là? Un paquet de cratères aussi. Donc, 56 km, grosso modo, c'est gros comme Charlevoix. Imaginez qu'on vient de poser une roche ici, là, c'est tout ce qu'on verrait dans notre paysage. Donc, c'est quand même un bon astéroïde, mais comparé à une planète, c'est ridiculement petit. Tout ça nous donne des indices de ce qui se passait dans le système solaire il y a longtemps. Notre système solaire a déjà été un environnement autrement plus violent qu'il l'est aujourd'hui, parce que notre système solaire, on a compris qu'il s'est formé à partir de l'agglomération d'objets plus petits. Parce qu'il y a une loi qu'on appelle la loi de la gravitation universelle de Newton qui dit que toutes les masses s'attirent et que plus les masses sont grosses, plus elles s'attirent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début, dans le système solaire, quand il y avait beaucoup de matière qui était disponible, les petits grains venaient se coller ensemble, ça en faisait des plus gros. Et les plus gros en attiraient plus, et ainsi de suite. C'est comme ça que les planètes, avec les millions d'années, se sont formées. Selon les études géologiques de la Terre, mais aussi des autres planètes, on comprend que notre système solaire a environ 4 milliards et demi d'années. 4,6 milliards d'années pour être plus exact. Ça veut dire 4600 millions. 4600 millions d'années. C'est ça que ça veut dire, donc 4,6 milliards d'années. Ça, c'est extrêmement long. Et on sait que notre système solaire s'est formé probablement pendant à peu près 600 millions d'années. Donc, ça a pris tout ce temps-là pour que la grande majorité de la matière tombe sur les planètes et crée les planètes telles qu'on les connaît aujourd'hui. Les plus petites planètes ont eu tendance à se refroidir plus rapidement, ce qui fait qu'aujourd'hui, à leur surface, on voit toutes les cicatrices de la formation, comme Mars, comme Mercure. Mais la Terre, c'est la plus grosse des planètes rocheuses de notre système solaire. Puis la Terre a quelque chose de particulier, on va en parler dans quelques instants, c'est qu'elle est encore active géologiquement. Donc ça fait une grosse différence sur son apparence. J'y arrive, vous allez voir. Donc, quand on les regarde, les deux, la Lune et la Terre, évidemment, la Lune est beaucoup plus petite que la Terre. La Lune, en diamètre, c'est à peu près le quart de la Terre, mais là, je les ai mis de la même grosseur sur cette image-là pour qu'on puisse comparer l'apparence. On se rend compte qu'il y a une grosse différence d'apparence. Qu'est-ce que vous observez? Il y a de l'eau. Il y a des nuages, donc il y a une atmosphère, ce qu'il n'y a pas sur la Lune. Il y a des océans, ce qu'il n'y a pas sur la Lune. Il y a des formes terrestres. Il y a des continents. Et on ne voit pas d'impact visible, vous avez absolument raison. Il y a aussi des calottes glaciaires. On voit ici l'Antarctique. Donc, tout ça, c'est des indices sur une grosse différence
de surface de ces deux objets-là. En fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de cratères que ça à la surface de la Terre? C'est un phénomène qu'on appelle l'érosion. L'érosion, c'est un phénomène qui va avoir tendance, quand on n'est pas trop pressé, à changer la forme du paysage. Mais quand je dis pas trop pressé, des fois, ça peut être assez rapide. Un éboulis, quelque chose comme ça, un tremblement de terre, ça peut être assez rapide. Mais sinon, l'érosion peut prendre des milliers, des centaines de milliers, si ce n'est pas des millions d'années, avant vraiment de changer un paysage. Ici, on est dans la vallée de la mort aux États-Unis. On peut voir des dunes. Qu'est-ce que c'est des dunes? C'est du sable. Du sable, qu'est-ce que c'est? C'est des petits fragments de roche qui sont déplacés par le vent. Donc, tout ça, ça bouge, mais ça veut aussi dire que les montagnes qui sont derrière, avec le vent, avec les petits grains de sable qui sont transportés, ça fait comme dans les garages, du sandblast, bien, ça va avoir tendance à gruger davantage le paysage et à refaire d'autres sables. Donc, quand on se laisse suffisamment de temps, c'est un phénomène qu'on peut observer. Ici, on est encore en Arizona, mais c'est parce que l'exemple le plus spectaculaire, je trouve, d'érosion hydrique, c'est le fleuve Colorado qui coule à travers la roche sédimentaire qui est là-bas, les grès, et avec les millions d'années, ça a grugé vraiment en très grande profondeur. Il y a des endroits du Grand Canyon qui c'est plus profond que 1 km. Là. Le Grand Canyon est plus profond que nos plus hautes montagnes de Charlevoix. Ça commence à faire. Donc, c'est un exemple d'érosion hydrique. Ici, on a plutôt de l'érosion glaciaire. Dans les endroits les plus au nord, on sait que la neige qui s'accumule va avoir tendance à se tasser puis à finir par faire de la glace. Et cette glace-là va avoir tendance à se déplacer tranquillement le long du relief qui est en dessous, donc des montagnes. On peut s'imaginer que des glaciers qui ont des centaines de mètres d'épaisseur, c'est très lourd, puis en se déplaçant tranquillement, ça va briser la roche qui est en dessous, ça va la trimballer, ça va faire une forme de rabotage qui va aussi changer le paysage qui est en dessous. Et évidemment, puis là, ça va répondre à votre question tout à l'heure, la Terre a aussi une activité interne. La Terre, comme je disais, c'est la plus grosse des planètes rocheuses du système solaire et elle a encore suffisamment de chaleur dans son intérieur pour avoir du magma. Son manteau est fait de magma. Et la croûte terrestre, l'endroit où nous autres on se trouve, elle est divisée en 5 morceaux à peu près. Pardon, j'ai dit 5, c'est 15 morceaux que je voulais dire. 15 plaques tectoniques qu'on appelle. Et ces plaques tectoniques-là bougent les unes par rapport aux autres. Super tranquillement, mais quand même. Une vitesse typique de plaque tectonique, c'est la même vitesse que mes ongles poussent. C'est pas si rapide, c'est quelques millimètres, quelques dizaines de millimètres par année. Mais quand on se laisse 300-400 millions d'années, on se rend compte que ça se transforme en 3000-4000 km de déplacement. À chaque année, l'Europe est à peu près ça plus loin d'ici. C'est pour ça que les billets d'avion sont toujours plus chers à chaque année. Hein? C'est tout le temps un petit peu plus loin. Bien, l'activité géologique, comment ça se manifeste? J'ai pris une image de l'éruption du mont Sainte-Hélène, ce qui est arrivé en 1980, image assez spectaculaire, mais on peut s'imaginer que lorsque la Terre se déchaîne comme ça, les environs de ce volcan-là ont vraiment changé d'apparence. Aussi, une image d'une coulée de lave à Hawaï, où est-ce qu'on peut s'imaginer que si jamais il y avait un cratère d'impact météoritique dans ce coin-là, bien avec les coulées de lave, il finit par se remplir. Ça, c'est juste à l'échelle d'une vie humaine qu'on peut constater ces changements-là. Imaginez quand, devant nous, on a 3, 4, 5, 600 millions d'années, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de changements. Puis en plus, ce que je vous disais tantôt, la fameuse tectonique de plaques, regardez bien. Ici, c'est une image de l'Amérique du Nord il y a 550 millions d'années. Donc, ici, croyez-le ou non, c'est l'Amérique du Nord. Ici, regardez, on voit l'Alberta, on voit Manitoba, Ontario, le Québec est ici. Là. OK? Groenland, la baie du Tson. Donc, les Appalaches n'existent pas encore. Et là, vous voyez, il n'y a pas vraiment de Floride, il n'y a pas de côte ouest, il n'y a pas les montagnes rocheuses encore. Et surtout, regardez, il y a 550 millions d'années, l'équateur, il était là. On était, il y a 550 millions d'années, au sud de l'équateur. Comment on sait ça? À Cap-Alec, comment on sait ça? On sait ça avec, entre autres, les fossiles qu'on trouve dans la pierre. Il y a des bébites qui vivent seulement en eau tropicale. Ça nous montre que nos parties de continent n'ont pas toujours été ici.
les études des différentes roches sédimentaires, c'est beaucoup ça qui va nous révéler des renseignements parce que les roches sédimentaires se forment en milieu marin et tout ce qu'on va retrouver dans ces roches sédimentaires-là, ça nous donne des indices sur où est-ce que ces endroits-là étaient à ces moments-là. Donc là, regardez bien, je vais vous accélérer le mouvement des continents des derniers 550 millions d'années. Je vous rappelle, nous, on est à peu près ici. OK? On y va. Là, on voit la montée du niveau des eaux. Beaucoup de roches sédimentaires qui se forment ici, dans le Midwest américain. Et là, vous commencez à voir des montagnes sous-marines qui commencent à venir rentrer en collision avec l'Amérique du Nord. C'est le début des Appalaches là, qui commencent à se former. Et là, vous allez voir arriver l'Afrique qui vient se coller avec nous. Là, on est rendu il y a 245 millions d'années. Et tranquillement, vous allez commencer à voir naître ici l'océan Atlantique et l'Afrique qui se resépare de nous. Partout dans l'océan Atlantique, tout le long de l'océan Atlantique, il y a une zone volcanique sous-marine qui amène toujours du nouveau matériel, ce qui fait que l'Europe se sépare de nous, l'Afrique se sépare de nous. À Saint John, au Nouveau-Brunswick, il y a un géoparc mondial UNESCO. Il y a une falaise là-bas. L'autre moitié de cette falaise-là, elle est au Maroc. Donc, c'est avec des indices comme ça qu'on a compris justement que les continents bougeaient les uns par rapport aux autres. C'est un phénomène qui est très lent, mais c'est un phénomène qui est très réel. Mais ça nous donne aussi l'idée du dynamisme de notre planète qui, avec les millions et les milliards d'années, a fait en sorte que les cicatrices des impacts météoritiques anciens ont beaucoup disparu. C'est pour ça qu'on n'en voit vraiment pas beaucoup aujourd'hui, comparativement à d'autres endroits dans le système solaire. Donc, la fameuse région de Charlevoix, nous sommes ici, donc en bordure du fleuve Saint-Laurent. C'est aussi un cratère d'impact météoritique et il n'est pas si évident que ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, M. Rondeau l'a découvert, lui, en observant les cônes de percussion. Mais quand on fait un petit peu de randonnée pédestre et qu'on s'en va au sommet du mont du Lac-des-Cygnes, on embarque sur cette petite terrasse-là et on voit devant nous une immense dépression qui s'étire des hauteurs de Baie-Saint-Paul jusqu'aux hauteurs derrière la Malbaie. Donc, déjà, cette dépression-là est assez impressionnante. Puis, on remarque aussi une chose, il y a une montagne toute seule en plein centre qui est le mont des Éboulements. Donc ça, à l'époque, M. Rondeau n'avait pas identifié ça tout de suite à un cratère d'impact météoritique. On a essayé de trouver d'autres origines à cette immense dépression-là parce qu'elle jure quand même avec le reste du paysage de Charlevoix, parce que Charlevoix, typiquement, c'est beaucoup plus en altitude que ces coins-là. Ici, Baie-Saint-Paul, on est à peu près au niveau du fleuve. À la Malbaie, c'est à peu près la même chose aussi. C'est quand même assez surprenant. Donc, M. Rondeau, que vous voyez ici, il est aujourd'hui rendu à 93 ans, M. Rondeau, et malheureusement, il fait de l'Alzheimer et il ne se rappelle plus de ses études qu'il a faites sur Charlevoix. Parce que dans le fond, M. Rondeau a fait son doctorat en géologie sur la région de Charlevoix dans les années 60-70. D'ailleurs, ses enfants sont venus nous visiter l'an dernier à l'Observatoire de l'Astroblème et ils nous ont laissé sa thèse de doctorat avec un de ses marteaux de géologue pour qu'on puisse les exposer dans notre centre d'interprétation. Alors, malheureusement, il ne s'en souvient plus, mais c'est ce monsieur-là qui a vraiment fait les études de l'ensemble de la géologie de Charlevoix. Ses enfants, bon, évidemment, qui sont pas mal plus âgés que moi, me racontaient que quand ils étaient jeunes, ils passaient leurs étés dans Charlevoix, derrière leur père qui avait une carte, une boussole, le marteau, puis eux autres, ils avaient le sac à dos plein de roches. Ils traînaient ça derrière. Donc, ils me disaient que des fois, là, ils trouvaient ça difficile parce que là, il fallait qu'ils fassent des traversées. Puis à l'instant où il y avait un affleurement rocheux de quelque chose, il le nettoyait avec des pelles, tout ça. Il disait « Ah, OK, ça, admettons, c'est de l'anorthosite. » Il prenait ça en note sur sa carte, et ainsi de suite. Il en a fait beaucoup, beaucoup de relevés à l'époque pour pouvoir dresser la carte géologique de Charlevoix. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Est-ce qu'il est canadien? Non, c'est un Français. Et ce que j'ai compris, c'est que M. Rondeau, pour ne pas avoir à faire son service militaire en France, il fallait qu'il puisse, comme disons, détourner ça en faisant des études supérieures. Donc, il a fait son doctorat en géologie ici au Québec pour le ministère des Ressources naturelles. Et là, ici, la photo que vous voyez, ça, c'est à Saint-Hilarion. Donc, le marteau
sert à montrer l'échelle de ce qu'on voit. Donc, un marteau de géologue, c'est pas mal la même dimension qu'un marteau standard. Et là, vous remarquez les fameuses fractures en forme de cône qu'il y a un petit peu tout partout dans cette pierre-là. C'est vraiment ça qui a attiré le regard de M. Rondeau à l'époque. Vous comprendrez que pour quelqu'un qui n'est pas géologue, va dire « c'est du cran ». Mais pour M. Rondeau, qui était qui avait un œil plus aguerri, lui, il est en train de vraiment chercher quelque chose de spécial. Lui, il s'est dit, au lieu de dire c'est du cran, il s'est dit c'est quoi ça? Parce que c'est bizarre. C'est pas supposé d'avoir l'air de ça, de la charnockite. Parce que la pierre que vous voyez là, c'est de la charnockite. Donc, mais il y en a plein dans Charlevoix. Là. Il n'y a rien d'exceptionnel à la charnockite. Ce qui est exceptionnel, c'est la manière dont elle est fracturée. Ça ressemble à des rainures, hein, c'est ça? Ça ressemble un petit peu à des rainures, mais ça dépend aussi de la pierre. Ici, on est à Cap-aux-Oies, dans le secteur qu'on appelle plutôt Cap à la Corneille, donc dans la partie plus nord-est de Cap-aux-Oies, passer la plage là, où les gens vont prendre du grand air, on va dire ça comme ça. Donc, on peut voir là-bas de la roche sédimentaire qu'on appelle du calcaire. Et cette roche sédimentaire-là, elle est fracturée aussi en forme de cône. Mais vu que c'est une pierre avec un grain qui est beaucoup plus fin, les fractures sont beaucoup plus faciles à observer. Regardez ça. Ça, c'est un cône de percussion. C'est une des preuves de l'impact météoritique de Charlevoix. Puis là-bas... Ce que je pensais, pas tantôt, c'est le trait blanc qu'il y a là. Ça me tue? Ah, non. Ça, là, ces traits blancs-là, ça s'appelle la calcite. Ça, dans le calcaire, c'est la formule, c'est CaCO3, mais il y a aussi du MgCO3, puis ça donne une pierre grisâtre comme ça. Mais quand il y a du CaCO3 pur, ça s'appelle la calcite, puis des fois, il y en a des petites, il y a comme des intrusions de ça dans le calcaire, puis ça fait des lignes blanches. Donc, c'est pas ça qui est en lien avec la... parce qu'à Cap-à-l'Aigle, on a beaucoup de ça. D'ailleurs, ici aussi, je connais un petit peu moins la géologie de Baie-Saint-Paul là, sur le terrain, mais il y a beaucoup de calcaire ici aussi, puis il y a des lignes blanches de même. Ça s'appelle la calcite. Donc, voilà ce que M. Rondeau aurait rêvé d'avoir dans les années 60, une image radar de la région de Charlevoix. Et là, on peut facilement se rendre compte qu'il y a vraiment une forme circulaire dans la région qui est assez particulière. Donc, vous vous replacez quand vous regardez cette image-là. C'est assez facile de se replacer. On a le fleuve ici. Une image radar, ce n'est pas en couleur. C'est noir et blanc pour nous permettre de voir le relief. Et là, on voit l'île aux Coudres. Donc, Baie-Saint-Paul est ici, la vallée de la rivière du Gouffre. La Malbaie est ici, avec la vallée de la rivière Malbaie. Ça, c'est le secteur de Saint-Aimé-des-Lacs. Ici, on s'en va vers les hautes gorges de la rivière Malbaie qui sont ici. Ici, c'est le mont du lac des Cygnes avec le parc des Grands Jardins, la route qui part de Saint-Urbain qui s'en va, de ce qu'on appelle le petit parc, qui s'en va vers le Saguenay, la route 381. Ici, on a le mont des Éboulements. Ça, ici, c'est le secteur de Cap-aux-Oies. Ici, c'est Saint-Joseph-de-la-Rive. Donc, c'est ici où on prend la traverse pour aller à l'île aux Coudres. Excusez, j'ai frappé 2 fois. Ah oui? C'est peut-être pas le bon, le petit bouton sur le côté, là? Oui, oui. OK, bon. Donc, mais ça nous met de la harpe, ça détend l'atmosphère. Moi, je suis un grand fan de harpe. Ici, on va avoir les municipalités que j'ai fait afficher sur la diapositive pour pouvoir vous montrer où est-ce que chaque municipalité se retrouve dans ce qu'on appelle astroblème de Charlevoix. Souvent, on entend les gens dire cratère de Charlevoix. On dit cratère Barringer en Arizona parce que le cratère, il est vraiment évident, il est peu érodé parce qu'il est récent. Un astroblème, c'est un terme scientifique qui désigne un vieux cratère d'impact météoritique qui a grandement été érodé et qui est moins évident sur le terrain. Astro, ça vient de astron en grec qui veut dire astre, puis blême, ça vient de bléma qui veut dire blessure. Donc, une blessure laissée par un astre. C'est pour ça qu'on appelle ça astroblème de Charlevoix. C'est un mot moins sexy, disons, mais c'est comme ça qu'on désigne les anciens cratères d'impact grandement érodés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans Charlevoix? La version que je vais vous présenter est un petit peu différente de celle de M. Rondeau des années 60-70. Parce qu'aujourd'hui, avec les simulations informatiques, les calculs très puissants que les ordinateurs sont capables de faire, on est capable d'estimer avec une plus grande précision
de quel genre de caractéristiques avait l'objet qui nous a frappé. Parce que dans les années 60-70, si vous avez déjà regardé le livre de M. Rondeau, Les cratères d'impact météoritique à l'image de ceux du Québec, il parlait plutôt d'une météorite d'à peu près 2 km de diamètre qui frappait à une vitesse entre 10 et 15 km à la seconde. Mais quand on rentre ces paramètres-là dans un simulateur d'impact météoritique qui est disponible sur Internet, si ça vous tente de simuler des fins du monde, là, vous pouvez le faire. Vous avez juste à écrire « Impact Earth » sur Internet. Vous allez vous retrouver sur le site de l'Université Purdue et eux autres, ils ont fait vraiment une recherche sur les impacts météoritiques et ils ont mis en ligne un simulateur d'impact. Vous pouvez rentrer une météorite de tant de kilomètres de diamètre qui est faite en telle sorte de roche, qui vient frapper à telle vitesse avec tel angle, puis bang, les autres calculent quel genre de cratère que ça donne. Donc, quand j'ai entré dans ce simulateur-là, les paramètres que M. Rondeau avait calculés avec ses collègues à l'époque, ça ne donne pas l'impact météoritique de Charlevoix qu'on observe aujourd'hui. Ça donnait plutôt un impact d'à peu près 35-36 km de diamètre, alors que l'astroblème de Charlevoix, c'est 54 km de diamètre. Donc, il a fallu qu'on voit à la hausse ces chiffres-là. Alors, si la météorite qui a frappé a été rocheuse, il faudrait plutôt qu'elle ait environ 4,5 km de diamètre et une masse d'environ 130 milliards de tonnes. Une vitesse typique d'astéroïde qui vient nous croiser dans le système solaire, c'est à peu près 72 000 km/h. Ça, c'est les vitesses typiques. C'est à peu près 20 km à la seconde. Ça veut dire que vous montez à Malbaie en 2 secondes. C'est ça que ça veut dire, là, 20 km/s. Une balle de carabine de gros calibre, là, un genre de sniper, là, ça va à 1 km à la seconde. Donc, imaginez un objet de 4,5 km qui arrive 20 fois plus vite qu'une balle de carabine. Le professeur de physique en moi dirait une grosse énergie cinétique. Et l'énergie cinétique, qui est l'énergie caractéristique des objets en mouvement, elle est tellement grosse que quand je vais la comparer dans quelques instants à l'énergie qui a été dégagée par la bombe d'Hiroshima, vous n'allez pas en revenir, là, tellement que c'est ridicule, la bombe d'Hiroshima. Donc, l'Amérique du Nord, il y a environ 400 millions d'années, c'est de ça qu'elle avait l'air, c'est de ça qu'avait l'air la Terre lorsque la météorite a frappé ici. Les dernières datations des roches, des impactites de Charlevoix, donc des pierres qui ont été transformées par l'impact de la météorite, elles ont une datation de 397,5, plus ou moins 2,5 millions d'années. Je dis 400, c'est moins long, c'est à peu près 400 millions d'années. Donc, on peut penser, nous, là, que c'est extrêmement vieux comme événement, puis vous avez raison, là, si on se compare à 400 millions d'années, c'est ridiculement, c'est dans un passé extrêmement lointain. Mais si on ramène ça dans l'histoire de la Terre, imaginez qu'on dirait que la Terre, aujourd'hui, elle a 100 ans. Bien, la météorite qui a frappé Charlevoix, c'est arrivé quand la Terre avait 92 ans. Donc, pour la Terre, c'est un événement récent. Pour nous, évidemment, c'est un événement extrêmement lointain. Et il n'y avait pas de dinosaures à l'époque. Il y a 400 millions d'années, c'est une époque qu'on appelle le Dévonien. La vie était surtout dans les océans. Il commençait vraiment à avoir des genres de mollusques, toutes sortes de genres de plantes sous-marines, certains poissons osseux avec vraiment des os à l'extérieur. C'était surtout ce qu'il y avait sur la Terre, avec un petit peu de vie à la surface, mais on n'était pas encore aux dinosaures, on n'était pas encore aux mammifères. On était dans les époques où, tranquillement, pas vite, on commençait à avoir des poissons avec des nageoires qui commençaient à aller se promener un petit peu sur les plages pour dire ah ouais, c'est donc bien le fun ici. Là. On était dans ces années-là, donc bien avant l'époque des dinosaures. Donc, la météorite a frappé évidemment ici, mais ça n'avait pas l'air de ça de quoi ça a l'air aujourd'hui. L'énergie dégagée par l'impact, c'est à peu près 425 millions de fois la bombe qui a été larguée sur Hiroshima. Donc, c'était un cataclysme. Si demain matin ça arrivait, ça serait littéralement la fin du monde. Ça fait brûler la Terre? Non. La Terre, c'est sûr qu'il faut tout le temps relativiser les choses. Là, je suis tanné avec ça, là, mais en même temps, il faut que je le fasse. Ça, c'est à peu près pareil comme frapper une mouche quand on est en vanne. Si, toute proportion gardée, là, la masse de la météorite versus la masse de la Terre, c'est rien. Donc, c'est comme la masse d'une mouche versus la masse d'un gros camion, c'est rien. Par contre,
les effets d'un événement comme ça se font sentir à l'échelle globale. C'est-à-dire qu'autour du point d'impact, dites-vous là, qu'à 1000 km à la ronde, c'est la dévastation la plus totale. Des vents épouvantables, une chaleur incroyable, tremblement de terre hallucinant, il n'y a plus rien qui bouge autour. Mais c'est surtout au niveau global que c'est préoccupant parce que, bon, la Terre, c'est grand, mais lors d'un gros impact météoritique comme celui-là, il y a des débris qui vont être éjectés en dehors de l'atmosphère, de la roche en fusion, qui va sortir de l'atmosphère, qui va retomber à des centaines ou des milliers de kilomètres du lieu d'impact. Et il va y avoir énormément de poussière aussi qui va être soulevée dans l'atmosphère. Et avec les courants aériens, ça va prendre quelques jours, puis l'ensemble de l'atmosphère va s'obscurcir. Et ça peut durer pendant des années, des dizaines d'années. Ça veut dire que dans les années qui suivent un gros impact météoritique, il va y avoir un refroidissement climatique. Il va y avoir un refroidissement climatique parce que la lumière du soleil va moins bien se rendre jusqu'à la surface. Et là, on va avoir un climat beaucoup plus froid, la végétation va avoir plus de difficultés à pousser, et ainsi de suite. Donc, les formes vivantes vont avoir plus de difficultés à se nourrir, la chaîne alimentaire. Donc, on va assister à une extinction massive des espèces lors d'un événement comme celui-là. C'est pour ça qu'on ne veut vraiment pas qu'un événement comme ça arrive demain matin. Tantôt, je vous en reparlerai un petit peu des statistiques. Donc, si on était dans l'espace au moment où ça s'est passé, c'est probablement de quelque chose comme ça que ça aurait l'air. Donc, on peut voir, ça deviendrait très lumineux, parce que toute l'énergie cinétique, lorsque notre objet vient frapper la Terre, l'énergie, il faut qu'elle s'en aille à quelque part. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'énergie va se dégager sous forme de chaleur, sous forme d'ondes de choc dans le sol, sous forme de transformation du paysage, sous forme d'éjection de roches, sous forme de poussière qui vont remonter dans l'atmosphère et beaucoup de lumière et de chaleur. Donc, c'est de ça que ça devait avoir l'air à peu près Charlevoix au moment de l'impact. Et vous remarquez dans le centre qu'il y a un pointement qui commence à se former, un peu comme quand on lance une pierre dans l'eau. Et ça, c'est ce qui a donné naissance au fameux mont des éboulements. Regardez ici. Donc, quand on même juste laisser tomber une goutte d'eau, ça va créer une dépression dans l'eau, puis ensuite, ça va remonter. Donc, le mont des éboulements, c'est une montagne bien particulière. C'est ce qu'on appelle, dans le langage scientifique, un pointement central. C'est la remontée du fond du cratère suite à l'impact météoritique. Donc, quand vous passerez aux éboulements, dites-lui bonjour de ma part, le mont des éboulements. Là, cette montagne-là est sortie de terre en quelques dizaines de secondes à l'époque. Oui, bien, ça s'est sûrement réajusté beaucoup aussi. Parce que c'est certain que si vous arrivez le lendemain de l'impact météoritique de Charlevoix, puis vous regardez tout ça, admettons que vous étiez vraiment loin, puis vous avez pu réussir à passer à travers cet événement-là, probablement qu'il y aurait beaucoup de lave, il y aurait beaucoup de coulées de magma, de roches semi-liquides dans le coin, donc ça serait assez hostile comme environnement. Puis effectivement, c'est sûr qu'il y a dû y avoir des réajustements, tout ça pendant des journées, des semaines, si ce n'est pas des années, suite à l'impact. Donc, le fameux mont des éboulements, le voici. Ça, c'est pris du stationnement de notre observatoire, donc à Pointe-au-Pic. On voit un petit peu le golfe du manoir Richelieu, mais là, vous voyez le pointement central qui est tout seul dans le centre de Charlevoix. Donc, quand on observe la surface de la Lune, on se rend compte qu'il y a des cratères. Parce que là, j'ai bien dit cratères, là, ils sont évidents. Ils n'ont pas subi d'érosion, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de volcanisme. Donc, à la surface de la Lune, ils sont encore intacts. C'est de ça que devait avoir l'air l'impact météoritique de Charlevoix dans les années qui ont suivi l'impact. Qu'est-ce qu'on observe? On observe un trou circulaire avec des terrasses d'effondrement un peu partout sur le tour. Ça a tombé à l'intérieur du trou. Et aussi une montagne dans le centre. Là, on en voit quelques-unes, mais ce qu'on appelle un pointement central. Ce type de cratère-là, on appelle ça un cratère complexe. C'est ceux avec une montagne dans le centre. Parce qu'en Arizona, si vous avez remarqué tout à l'heure, c'est seulement une cuvette. Les petits cratères d'impact vont faire seulement les cuvettes. Parce qu'en Arizona, là, même si c'est 1,5 km de diamètre, c'est tout petit quand on y pense, comparé à Charlevoix, qui en a 54. Donc, un cratère complexe lunaire, et Charlevoix, c'est un cratère complexe. Les plus gros sites d'impact qu'on observe dans le système solaire ne font pas seulement une montagne dans le centre, mais ça fait des anneaux de montagnes. Donc, ça, on appelle ça les bassins à anneaux multiples. Donc, quand les météorites
qui frappent sont suffisamment grandes, elles vont créer des cratères encore plus complexes que celui de Charlevoix. Donc, on est comme un cratère moyen, si on veut. Ça a été dévastateur, mais on est vraiment comme un cratère moyen. Regardez, j'ai fait exprès pour les mettre un par-dessus l'autre, et vous remarquez la montagne dans le centre et le pourtour, mais aussi le travail que l'érosion a fait pour enlever tout ça. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'astroblème de Charlevoix, je vous encourage à aller regarder la page Wikipédia qui s'appelle Astroblème de Charlevoix. Si vous faites juste taper ça dans Google, vous allez tomber dessus. On a mis beaucoup d'informations sur cette page-là en fonction des articles scientifiques que j'ai lus quand on a mis en place l'Observatoire de l'astroblème de Charlevoix. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'on a voulu rendre publiques comme ça. Puis aussi, le CIGEOM, je vais me brancher sur Internet avec mon téléphone. Michel, 2 secondes. Oui. Wikipédia, c'est bien, mais le mieux, c'est d'aller directement à l'Observatoire. Oui, mais je vais en reparler, David, n'inquiète-toi pas. Parce que c'est, bon, ben là, puisque tu m'ouvres la porte, l'Observatoire de l'astroblème, ben, c'est notre centre d'interprétation sur ça. Évidemment, on a plein de pierres aussi à vous montrer, des vrais cônes de percussion, des météorites, puis contrairement à un musée, nous autres, on prend la pierre et on vous la met dans les mains. Ce qui fait que vous allez pouvoir y toucher, ce n'est pas derrière une fenêtre. On aime ça que l'expérience soit vécue par les gens qui viennent nous visiter. Donc, vous allez avoir une belle animation avec un bel animateur ou une belle animatrice. C'est surtout des animatrices que j'ai, là. C'est plus des filles qui appliquent pour travailler à l'Observatoire, puis ça arrive aussi que c'est moi qui fais les visites. Donc, on est à Pointe-au-Pic. Donc, si vous écrivez Astroblème de Charlevoix, vous allez voir notre site web aussi. Je vais vous le montrer dans quelques instants, mais on fait des visites guidées tout l'été. Oui, c'est pendant l'été. Non, on les fait dans notre centre. Les visites guidées sur le terrain, on laisse ça à l'organisme d'ici, la Baie-Saint-Paul Randonnée Nature Charlevoix. Eux, ils font les visites guidées sur le terrain. Nous, c'est vraiment dans notre centre d'interprétation où est-ce qu'on a tout le matériel pour bien montrer. Puis on a une belle table qui est tridimensionnelle, qui nous montre la maquette de Charlevoix, mais on projette des images sur la maquette, ce qui fait que ça permet vraiment de bien voir l'astroblème de Charlevoix. Puis, l'acronyme qui est ici, c'est CIGEOM, c'est le Système d'information géominière du Québec. Si vous écrivez CIGEOM aussi dans Google, comme on dit, si vous googlez CIGEOM, bien, vous allez tomber sur un site qui est vraiment intéressant, puis si ça vous intéresse, la géologie du coin, vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Je vais aller vous montrer. Est-ce que je suis branché à Internet? On dirait bien que oui. Le CIGEOM, vous voyez, c'est... Oups, non, vous ne voyez pas. Attendez un petit peu, il faut que j'aille dans mon... Tiens, OK. Là, ça devrait fonctionner. Oups, ça sort de l'écran. C'est même bizarre. En tout cas, excusez-moi, là, je ne veux pas essayer d'arranger ça, là, des fois c'est long. Le CIGEOM, c'est de ça que ça a l'air, donc c'est gratuit, vous y avez accès, il s'agit de cliquer sur carte interactive, puis vous allez tomber là-dessus. Puis dans le fond, ce qu'on a, c'est qu'on a la carte du Québec, ça nous permet d'aller voir la géologie du Québec. On va se rapprocher un petit peu plus de Charlevoix, tiens, comme ça ici. Ici, à droite, on peut aller cliquer sur « Carte de base ». Puis là, moi, je vais prendre l'imagerie Google Satellite parce que je trouve que ça fait bien. Je vais écrire « Nom des lieux ». Comme ça, ça va être encore plus facile de se situer. Et on va s'en venir vers Charlevoix parce que c'est nous autres que la géologie la plus intéressante du Québec. Pas chauvin du tout. Et regardez bien, ici à gauche, il y a un menu. Et là, vous pouvez cliquer sur un paquet d'affaires, un paquet d'informations que vous pouvez ajouter par-dessus la carte. Moi, dans le cas de ce que je veux vous montrer aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, c'est la géologie générale. On va commencer par ça. Et là, vous pouvez ajuster la transparence. Dans le fond, c'est une couche d'informations qu'on ajoute par-dessus l'endroit physique. Et là, vous voyez différentes couleurs. Donc, ces couleurs-là représentent des grandes régions géologiques de la région de Charlevoix, comme par exemple, si je m'en viens cliquer dans le secteur ici, là, vous voyez le secteur de Cap-aux-Oies, Saint-Irénée. Pour les géologues, ça s'appelle la plateforme du Saint-Laurent.
La datation, c'est l'Ordovicien supérieur et moyen. Ça, c'est aux alentours de 450 millions d'années dans ces coins-là. Et vous voyez, c'est des calcaires, des shales, dolomies, grès. Ça, c'est des roches sédimentaires. Puis, si ça vous intéresse, vous allez aussi pouvoir aller dans Google, puis calcaire. Là, ils vont vous montrer qu'est-ce que c'est du calcaire, et ainsi de suite. Donc, c'est le fun parce que ça vous permet d'avoir une idée de qu'est-ce qui se trouve. Sauf que je vais pousser ça encore plus loin. Regardez bien. Et c'est là où le travail de M. Rondeau a vraiment ressorti. C'est que plutôt que faire géologie générale, je vais aller à géologie régionale. Et regardez bien comment M. Rondeau a travaillé fort à l'époque. Là, ici, vous voyez la géologie de la région de Charlevoix. Et là, vous la voyez en très, très grand détail. Si on s'en vient, admettons, tiens, ici, je vais aller dans le secteur de Cap-au-Corbeau parce qu'il me semble avoir une plus grande diversité géologique dans ce coin-là. Tiens, regardez dans le secteur de Cap-au-Corbeau. Là, les différentes couleurs, bien, je peux cliquer dessus. Ici, ça doit être pas mal au bout du chemin, là, près du chemin de fer. Comment ça s'appelle cette petite route-là, le chemin du vieux quai? Donc là, vous voyez mésoprotérozoïque à néoprotérozoïque. Là, ça, c'est plus vieux pas mal. Là, on est dans le milliard d'années à peu près. Et là, on voit, il y a des gneiss, de la migmatite avec des injections charnochitiques. Ce sont des roches métamorphiques. C'est des roches très vieilles qui se sont formées en profondeur et qui ont subi des transformations. Et c'est ce qu'on peut observer dans ce coin-là. Admettons que je m'en viens cliquer ici, là où est-ce que c'est plus turquoise. Oh, Ordovicien moyen. Hey, là, c'est 550 millions d'années plus jeune, à peu près, que ce que je viens de vous montrer. Il doit y avoir, là, je vous avoue, je connais moins ce secteur-là, il doit y avoir un endroit où il y a une coupure, là, ou à peu près. Là. Puis, il y a des endroits là, dans Charlevoix où on peut avoir un pied il y a 1 milliard d'années, puis un pied il y a 450 millions d'années. C'est assez fou, mais quand on le voit sur les cartes, puis si vous avez un téléphone intelligent, là, vous y avez même accès à ça avec votre téléphone. Là. Ce qui fait que vous pouvez savoir exactement où vous êtes, puis ça vous donne des explications sur qu'est-ce qui se trouve sous vos pieds. Donc, du calcaire noir avec des joints argileux et de la bétonite. Et regardez bien, je vais aller me promener un petit peu à Cap-aux-Oies. Ça ici, c'est Saint-Joseph-de-la-Rive. Regardez ici, là. Il y en a des sortes de roches différentes. Et là, toutes les lignes noires qui les séparent, ce sont ce qu'on appelle des failles régionales. C'est des endroits où la croûte terrestre a travaillé. Et c'est des endroits où on peut voir qu'on a différentes sortes de roches. Regardez dans le secteur de Cap-aux-Oies. Si je m'en viens comme ça ici. Si je clique, admettons, sur le rose, c'est du granit. Si je m'en viens cliquer ici sur le turquoise, c'est du calcaire. Donc, le granit, c'est une roche ignée qui s'est formée dans les profondeurs de la Terre puis qui a fini avec l'érosion par se retrouver à la surface. Mais le calcaire, ça, c'est une roche sédimentaire qui se forme en milieu marin. C'est des dépôts d'organismes qui finissent par faire des couches. Ça se dépose par-dessus que ce qui est en dessous, c'est la roche sédimentaire. Mais pourquoi est-ce que je suis allé choisir ça? Si je clique comme ça ici, sur le petit carreau, astroblème de Charlevoix. Et là, vous voyez mylolysténite. Ça, c'est une des pierres que M. Rondeau a trouvées à l'époque et qui était une des preuves de l'impact météoritique de Charlevoix. La mylolysténite, c'est une roche qu'il a nommée lui-même, c'est de la brèche. De la brèche, ça ressemble un peu à une barre tendre, si on veut. C'est de la pierre concassée, mais qui est tout pris ensemble. Et M. Rondeau en a trouvé à bien des endroits dans Charlevoix. Il a compris que c'était ce qu'une géologue, à un moment donné, me dit, c'est de la graisse de faille. Hein, parce que pour les géologues, la roche qui va se former quand il y a des immenses morceaux de continents qui se déplacent les uns par rapport aux autres, il y a une friction qui se fait et cette friction-là va broyer la roche, va la mettre au moins en forme pâteuse, très chaude, et quand ça va se resolidifier, ça fait ce qu'on appelle la brèche. La mylolysténite, c'est une brèche de glissement qui s'est faite dans Charlevoix lors de l'impact météoritique. Il y en a à plein d'endroits, mais à Cap-aux-Oies, on est sur le bord du fleuve, les glaces l'hiver nous nettoient tout ça, ce qui fait que quand on retourne au printemps, on peut voir là-bas, là, à Cap-aux-Oies, il y a un endroit où il y a du calcaire, il y a un endroit où il y a du granit. Entre les deux, il y a une ligne de ça.
Donc, ça a été du lubrifiant à croûte terrestre pendant l'impact météoritique. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a du schiste? Dans ce secteur-là, on voit comme des plaques. Oui, les plaques assez serrées, là, il y en a plus, il me semble, à l'île aux Coudres. Ce que vous voyez, les plaques là-bas, c'est surtout des calcaires. Mais on s'entend, là, c'est des roches sédimentaires aussi. Là, c'est dans les mêmes genres d'origine, c'est dans la même famille. Parce que Charlevoix, je ne l'ai pas dit, mais Charlevoix, au niveau géologique, c'est intéressant. Parce que tout ce qui est gneiss, puis granit, ainsi de suite, les roches métamorphiques et ignées, ça appartient au bouclier canadien. Mais tout ce qui est roches sédimentaires, ça appartient aux basses terres du Saint-Laurent. Mais les basses terres du Saint-Laurent, ça commence à Cap-Tourmente. Quand on roule là, à Saint-Tite-des-Capes vers Québec et qu'on descend la côte de la Miche, on descend dans les basses terres du Saint-Laurent. Et à partir de là, on est dans le sédimentaire jusqu'à passer les chutes Niagara, ainsi de suite. Les basses terres du Saint-Laurent, c'est extrêmement vaste. Mais là où ça commence vraiment, c'est à Cap-Tourmente, quand on descend la côte de la Miche. Sauf que dans Charlevoix, à cause de l'impact météoritique, il y a des endroits où est-ce que le dénivelé, pas le dénivelé, mais l'altitude est beaucoup plus basse. Alors, il y a aussi des roches sédimentaires qui se sont formées dans Charlevoix et elles ont la même origine que celles qui sont plus au sud-ouest. Donc, dans Charlevoix, il y a une partie des basses terres du Saint-Laurent aussi. Puis ce qui est encore plus particulier, c'est l'île aux Coudres. L'île aux Coudres n'a pas la même origine que le reste de Charlevoix. L'île aux Coudres appartient aux Appalaches. L'île aux Coudres appartient à l'autre bord du fleuve. C'est le même genre de roche qu'on va voir à Kamouraska, l'autre côté du fleuve. C'est d'ailleurs la limite entre l'île aux Coudres et ici Charlevoix. C'est là où c'est beaucoup plus profond, c'est là où tout le trafic maritime passe. Parce qu'entre l'île aux Coudres et la rive sud, là, le fleuve est vraiment peu profond. Si le niveau du fleuve baissait, on se rendrait compte que l'île aux Coudres, ce n'est plus vraiment une île, que ça appartient vraiment à ce qui est de l'autre côté. Et tout ça, ce n'était pas là, d'ailleurs, lors de l'impact météoritique. Si vous vouliez me poser la question, l'île aux Coudres, les Appalaches, ils n'étaient pas là lors de l'impact météoritique. Donc, il y a eu beaucoup de changements qui se sont faits depuis ce temps-là. Donc, si ça vous intéresse de vous amuser sur le site du CIGEOM, en tout cas, moi, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que ça me permettait de mieux comprendre qu'est-ce qu'il y avait sous mes pieds quand j'allais me promener. Je vous montre rapidement le secteur, je vais juste dézoomer un petit peu, ça va être moins long. Le secteur de Cap-à-l'Aigle, parce que Cap-à-l'Aigle, c'est de tout le fleuve Saint-Laurent, l'endroit où il y a la plus grande diversité géologique pour la distance qu'on a à marcher. Regardez toutes les couleurs qu'on a sur le bord du fleuve à Cap-à-l'Aigle. C'est pour ça que depuis, ça va être notre 3e été, cet été où on fait ça. On fait des visites guidées de découverte de la géologie, mais dans le secteur de Cap-à-l'Aigle. On a toutes les permissions pour amener des gens comme vous. On se promène. C'est 3 km de distance, mais ça nous prend à peu près 3 heures. Ça fait qu'une vitesse moyenne de 1 km/h. Là. On s'entend qu'on est assez relax. Mais on peut observer là-bas 13 affleurements rocheux de sortes de roches différentes. Il y a des roches sédimentaires, des roches ignées, des roches métamorphiques. Il y en a en masse. Puis la beauté de la chose, c'est qu'avec les marées et les glaces, tout ça, c'est bien propre. Ce qui fait qu'on fait ces activités-là à marée basse de découverte de la géologie. Ce qui fait que si ça vous intéresse, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Vous allez aussi avoir toute l'information sur le site astroblèmedecharlevoix.org. Regardez, je vous le montre ici, astroblèmedecharlevoix.org. Là, ça dépasse encore un peu de l'écran, je ne sais pas pourquoi, je suis désolé. Les activités préférées des curieux de nature. Donc, si vous venez cliquer sur « Activités », ici, soirée de découverte de l'astronomie, les visites guidées de l'Observatoire de l'Astroblème de Charlevoix, puis aussi les excursions d'initiation à la géologie. Vous allez avoir tous les renseignements là-dessus, les tarifs, puis aussi les renseignements sur les horaires. Parce que notre activité de géologie, il faut faire ça en marée basse. Ce qui fait que nous, on a établi déjà un calendrier pour tout l'été, à quel moment on va faire l'activité, soit en avant-midi, soit en après-midi. Donc, si ça vous tente de découvrir un peu plus la géologie de Charlevoix. Je ne suis pas chauvin parce que je demeure à la Malbaie. C'est vraiment que c'est parce qu'à Cap-à-l'Aigle, qui est vraiment à côté de la Malbaie, c'est là où il y avait le plus de diversité géologique à voir sans faire 100 km là, à marcher sur le bord du fleuve non plus. L'hiver, oui, l'hiver, on ne fait pas d'activité pour plusieurs raisons. La première, c'est que notre centre d'interprétation, c'est l'ancien chalet de golf du manoir Richelieu. Ça a été construit en 1929 pour le golf. Ce n'est pas isolé. Okay? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on est un organisme à but non lucratif et malheureusement, avec l'achalandage qu'on aurait pendant l'hiver, on ferait juste couler de l'argent avec ça.
Alors, on concentre nos activités durant l'été. Et la troisième, c'est qu'on engage les étudiants. C'est un des buts de notre organisation, c'est de créer des belles expériences de travail pour des jeunes d'ici dans Charlevoix. On en a plein au cégep qui sont de Baie-Saint-Paul. Donc, eux, c'est surtout l'été qu'ils peuvent travailler aussi. Est-ce qu'on peut signaler qu'ici à Baie-Saint-Paul, vous avez un club d'astronomie qui est très actif l'hiver, Oui, comme l'été? oui, ça, c'est ça, que vous avez un club d'astronomie très actif. Avec M. Lacombe, là, que je connais bien, effectivement. Je sais que vous faites de l'astronomie aussi l'hiver. Oui. Vous êtes déjà venu faire une conférence? Je suis venu vous faire une conférence il y a à peu près un mois là, avec la gang du club d'astronomie. Oui, c'est ça. Donc, voilà.